Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de vélo évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Dans ce nouvel épisode du Lunch Ride, je vous propose de partir découvrir le métier de guide et moniteur vélo avec Antoine Montegagni. J'ai toujours été surpris de voir autant de personnes apprendre le ski avec un moniteur et de voir les mêmes personnes considérer que le VTT est un savoir acquis parce qu'on roule en vélo depuis qu'on est tout petit. Le VTT, ça s'apprend et rouler avec un moniteur, c'est souvent la meilleure manière de progresser vite. Le métier de guide ouvre encore d'autres portes et vous permet de voyager et d'accéder aux plus beaux spots de la planète de la meilleure des manières. Vous permettre de profiter encore plus de votre vélo, c'est le métier d'Antoine. Il nous raconte comment il a monté la société Season Guiding avec ses associés et comment, depuis, ils accompagnent des VTTistes de tout niveau au cœur des Alpes. J'ai appris pas mal de choses pendant ce lunch ride et j'ai surtout eu une furieuse envie de prendre mon vélo à la fin de cet épisode. Ce nouvel épisode du lunch ride est soutenu par Bicycle. Alors déjà, on les remercie et je vais surtout vous raconter ce qu'ils proposent. Bicycle, c'est un site qui vous propose de vendre vos vélos d'occasion de la manière la plus simple et sécurisée. Leur objectif, c'est vous permettre d'éviter les spams, les messages dans le vide et les rendez-vous douteux. Et surtout, vous aider à vendre votre vélo plus vite. Ça commence avec une manière simple et gratuite de mettre son vélo en vente sur le site Bicycle. Alors j'ai essayé, je vous le confirme, c'est assez simple. Bicycle vous suggère même un prix de vente pour votre matériel. À mon sens, le plus gros avantage de Bicycle, c'est que c'est une plateforme mondiale qui propose votre vélo à la vente partout dans le monde, justement, et ce qui augmente votre nombre d'acheteurs potentiels. Alors évidemment, ce qui fait peur ensuite, c'est les transactions et les envois. Et Bicycle vous propose des transactions sécurisées, une aide pour l'envoi des vélos avec les étiquettes évidemment, mais surtout l'envoi de cartons et de protection si nécessaire. Un transporteur viendra ensuite enlever votre vélo sur le pas de votre porte. Bicycle se rémunère ensuite avec les frais de vente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Je vous glisse un lien pour aller découvrir la plateforme, le site, dans le descriptif de l'épisode, sous la vidéo YouTube et dans notre article sur vojomac.com. Alors merci à eux et bonne écoute. Bienvenue dans le Lunch Ride. Merci pour l'invitation. Et je suis content d'entamer, on va dire même de poursuivre cette conversation avec toi parce qu'on a déjà eu un paquet de temps. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de s'intéresser à toi évidemment, mais surtout à ton métier de guide et de moniteur VTT. Enfin, on va dire moniteur vélo parce que tu fais du VTT évidemment, mais tu fais aussi du VTT assistance électrique et tu fais aussi du gravel. Le vélo dans sa globalité. Voilà. Aujourd'hui, avec tes associés, tu as monté une belle petite boîte qui s'appelle Season Guiding. Il y a un volet hiver, mais on va surtout s'intéresser au volet été, si tu es d'accord. Et vous êtes bien présent dans les Alpes françaises, côté Chamonix, Porte du Soleil, Annecy, où on enregistre aujourd'hui. C'est ça ? Exactement. Et dis-moi, Antoine, comment est-ce qu'on devient guide et moniteur ? Par passion. Ouais. Je pense que c'est la base et l'essence du boulot. On ne fait pas ça à la base pour que ça devienne un métier, on fait ça parce qu'on aime rouler. Je pense que c'est vraiment l'essence d'un guide, d'un bon moniteur de vélo. Toi, t'es un montagnard. Oui, j'ai grandi à Morzine. Ok, très bien. Donc c'est ce qui est devenu un peu la mecque du vélo en Europe à certains points de vue. Donc t'as grandi là-dedans, donc ça a toujours été très VTT pour toi ? Ah ouais, depuis tout petit, je sais pas comment, je saurais pas dire comment, mais un jour je suis allé voir mes parents, je dis moi je veux faire du vélo quoi. Et le lendemain, je leur ai dit, je veux faire des compètes en vélo. Et le surlendemain, personne ne faisait de VTT chez moi. Et le surlendemain, je leur ai dit, je veux être moniteur de vélo, je veux que ça soit mon métier. Ah ouais, dès le début, quand t'étais... Assez jeune, ouais. Assez jeune. On m'a clairement dit, il faudrait que tu trouves un vrai métier. Ok. Et donc, t'as pas commencé par être moniteur de vélo ? Et non, j'étais charpentier. Mais toujours, t'avais déjà eu cette idée en tête Oui, j'ai été moniteur de ski dès mes 18 ans. Et j'ai dit, il y a quelque chose à faire dans le vélo. Je voyais l'évolution de Morzine, je voyais l'évolution du VTT, l'arrivée de VTT électrique et toutes ces variantes. Et dans ma tête, je me disais, j'ai quelque chose à faire. Toutes les expériences que j'ai vécues, je peux les retranscrire. Et est-ce que pour être moniteur et guide VTT, il faut être super bon en vélo et c'est la qualité première ? Et non. Sinon, je ne le serais pas. Non, je pense qu'il faut être capable d'être large dans sa pratique, d'être ouvert sur toutes les pratiques. Mais non, un bon guide, un bon coach, ce n'est pas forcément le meilleur des riders, sinon on serait champion du monde. Oui. On aurait choisi une autre voie. T'as fait de la compétition ? Ouais, très légèrement, petit niveau. Juste, c'était plus des bons week-ends entre copains, à faire un peu de vélo, un peu la fête. Beaucoup de vélo, beaucoup la fête en fait. Et en descente ? En descente, un petit peu d'enduro. Pas mal de ski aussi en compète.
Mais c'était avant tout pour vivre des expériences avec les copains. Et pour toi, moniteur, guide, VTT, c'était une activité nouvelle à tes yeux? Il y en avait déjà autour de toi quand tu as eu envie de faire ça? Alors nous, c'est arrivé assez tôt. J'étais au club des Jets et je voyais mon entraîneur qui faisait ça et qui a monté son école à côté. Et je me disais, en fait, c'est possible d'en vivre. On me disait, mais non, mais il faut trouver un vrai métier. D'où ma bicasquette de charpentier, je pense. Ouais. C'était plus l'aspect sécurité et je disais mais c'est pas possible. Lui il arrive à en vivre, pourquoi moi j'y arriverai pas? Puis après il y a eu tout ce développement et la professionnalisation du métier avec l'arrivée des vrais diplômes, etc. Avant c'était un Bézac avec tu pouvais être moniteur de vélo de route, VTT, trial, enfin tout était englobé. Maintenant c'est vraiment séparé et je me disais je sens qu'il y a un truc, je sens qu'on peut toucher du doigt quelque chose. Le constat que tu fais, que je fais aussi, c'est que, évidemment, parce qu'on est dans ce milieu et en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai eu la chance de vivre pas mal d'expériences de par Vojo, mais quand des gens arrivent à la montagne l'hiver, c'est naturel pour la grande majorité d'entre eux de prendre des cours de ski, d'apprendre le ski avec un moniteur au moins quelques heures. Mais dans le vélo, on se rend compte que c'est pas du tout le cas parce que j'ai l'impression que tout le monde considère que, vu qu'on fait du vélo depuis qu'on est petit, on sait faire du VTT à la montagne et c'est vraiment pas vrai. Je pense que ça vient de deux aspects. Ça vient d'une partie un peu éducation, c'est-à-dire que le ski, on est arrivé et ça a été normal tout de suite de prendre un moniteur parce que les pionniers ont été à la fois des gars des remontées mécaniques, des pisteurs, des moniteurs, c'était un seul métier et c'est devenu normal dans le ski de prendre un moniteur. Dans le vélo, comme tu dis, c'est pas instinctif, alors que le vélo qu'on pratique à la maison, en fait, chez nous, dans l'ensemble des Alpes, c'est du VTT. C'est pas du vélo, c'est du VTT de descente, c'est du VTT enduro. C'est une pratique qui est vraiment spécifique, qui est aussi, voire plus technique que le ski. Ok. C'est quoi le rôle d'un moniteur, selon toi? Je pense qu'on peut dissocier, on va le faire dans ce podcast, mais dissocier ta casquette de moniteur, donc apprendre le vélo, progresser en vélo, et ta casquette de guide, qui est encore un autre métier, mais on en discutera tout à l'heure. Mais c'est quoi le rôle d'un moniteur, selon toi? Je pense que c'est de commencer en ayant la bonne expérience. Je compare toujours au ski alpin où tu peux partir avec tes skis de fond, essayer d'aller faire du ski de fond sur les pistes de ski alpin, ça ne fonctionne pas. Même si tu as des capacités, même si en vélo c'est pareil, il faut avoir le bon matériel et pour utiliser ce bon matériel, en fait le moniteur est là à t'apprendre les bases tout simplement, à t'emmener dans la bonne direction sur les bons chemins. Aujourd'hui on a la chance d'avoir des bike parks qui sont faits pour la progression avec des couleurs des pistes, avec des difficultés, des choix de terrain et le moniteur est vraiment là pour inculquer les bases et du coup partir en sécurité. Est-ce que les bike parks, c'est l'alpha et l'oméga du VTT et le meilleur endroit pour progresser? Parce que, mine de rien, ça reste très centré sur la montagne. Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit, mais je dirais que c'est un super outil de travail. Ok. Est-ce que c'est pareil de travailler avec des enfants et avec des adultes? Parce que là, on parle de progression, de découverte. On se dit enfant, jeune, mais... C'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut progresser. Le vélo fait peur. Je peux comprendre que le vélo fait peur. Le vélo fait mal quand on tombe. Mais je pense qu'on peut progresser dans tous les cas de figure, n'importe quel âge, n'importe quel niveau physique, avec aujourd'hui l'arrivée des vélos électriques, avec l'arrivée d'une gamme de vélos tellement large et tellement adaptée à tous les publics. À n'importe quel âge, on peut commencer et se faire plaisir. Est-ce que pour toi, travailler avec des enfants et travailler avec des adultes, c'est la même chose? Oui, ouais. Clairement, ouais. Les conseils sont les mêmes? Clairement, ouais. On va pas avoir la même approche psychologique. Ouais. Je pense que c'est vraiment la grosse différence, mais l'approche pédagogique en soi est la même. Et donc justement, quels sont les conseils les plus fréquents que tu vas donner à un enfant ou à un adulte qui n'a pas forcément bien dégrossi sa pratique ou qui a des mauvaises habitudes? Il y a des choses qui reviennent tout le temps. Arrêtez de vous mettre en arrière et de freiner que du frein arrière. C'est vraiment les deux classiques de base à se dire, on l'entend tous les jours. De toute façon, dès qu'il y a de la pente, on se met en arrière et tu freines de l'arrière, comme ça, tu n'as aucun risque de passer sur l'avant. C'est quelque chose qui était vrai à l'époque avec des vélos, avec des angles de chasse très fermés, des positions qui n'étaient pas adaptées, des selles très hautes. Ça pouvait se justifier. Aujourd'hui, on a des machines qui marchent tellement bien que non. Ouais, non, en ski, on se met en arrière, ça ne fonctionne pas. En vélo, c'est pareil. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens comme ça, parfois c'est les meilleurs ou la meilleure de leur groupe de potes tous les dimanches et qui se rendent pas compte qu'eux aussi ont parfois des lacunes. Et je me suis déjà retrouvé moi aussi devant des moments où je me dis j'ai pas le bon geste technique. Parfois il suffit de tout petits trucs pour te débloquer. Il y a plein de copains auxquels je me dis baisse juste ton pied dans ton virage, tu vois, ça va te changer la vie. Et nous les premiers, attention, c'est que en plus la technique a vraiment évolué avec la technologie. Ah ouais? La manière de piloter il y a quelques années n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé?
dû à aux machines qu'on a aujourd'hui pour rouler. Ouais. Les géométries. Tu regardes une Coupe du Monde de descente dans les années 90 ou 2000, les mecs pilotent pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui. Parce que c'est pas les mêmes machines à rouler en dessous. Qu'est-ce que ça a changé le VTT-AE, l'e-bike pour toi? L'ouverture ou la réouverture, l'accès au sport, au vélo en général, mais aussi au sport aux gens. Le VAE avait vraiment cet aspect non, moi je veux faire du vrai VTT parce que je veux faire du sport. C'est faux. Enfin, alors oui, c'est vrai que c'est plus dur de faire du VTT, mais du coup c'est trop dur de faire du VTT pour beaucoup de gens. L'arrivée de ces VAE a vraiment aidé à convertir ou à reconvertir des gens qui faisaient du VTT ou qui n'ont jamais fait de VTT au VTT et au sport. Et est-ce que c'est des gens qui viennent plus facilement vers un moniteur ou un guide? Ou pas? Pas plus que... Ouais, pas plus. Peut-être sur de l'expérience du coup, parce que quelqu'un qui va faire du vélo de descente, qui a exclusivement un vélo de descente, il est capable d'aller sur un bike park et de s'y retrouver. C'est assez signalisé, c'est assez balisé pour pas être tout seul. En vélo électrique, c'est un peu comparé au ski de rando en fait. Si tu veux commencer à chercher des itinéraires un peu plus sympas, qui restent dans ton niveau, il faut connaître le terrain. Mmh. Et là, c'est là où on bascule sur le métier de guide. Sur le métier de guide, ouais. C'est quoi justement, c'est quoi la différence entre un guide et un moniteur? Un moniteur pour moi, un moniteur est vraiment là, un vrai cours de VTT. Le moniteur est là pour te faire progresser en VTT. Le guide est là pour t'emmener sur des jolis chemins en te faisant progresser en VTT. Ok, donc il y a aussi l'un va avec l'autre. Je pense que c'est une vraie plus-value. C'est-à-dire qu'il existe des guides qui font que du guiding. L'idée, c'est ce qui se fait énormément à un endroit qui me vient à l'esprit, qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est Finale Ligure. Ouais. Où du coup, les guides sont vraiment là en guide. Et l'idée dans la journée, c'est d'aller faire du dénive et d'aller faire des jolis chemins. Ça se défend, hein, c'est un très beau produit et c'est une expérience qui est folle. Nous, on voit vraiment notre plus-value à dire, ok, tu vas aller faire un tour du Mont Blanc, tu vas rouler dans le Kéa, on en parlait tout à l'heure. En plus, tu vas avoir du conseil, donc que ça soit du conseil de pilotage, du conseil de réglage vélo, du conseil mécanique, sur l'équipement, que ce soit des textiles, du casque. Ouais. Il y a une vraie plus-value là-dessus sur l'apprentissage global du vélo. Après, vous êtes évidemment des professionnels, vous devez être payés. Et moi, si je te dis, j'ai une super bonne trace GPS d'un copain qui a fait le tour, pourquoi est-ce que je prendrais un guide? Tout ce que je t'ai cité avant, en fait. Il y a toujours une plus-value à apporter. Ça se fait. Comme à pied, ça se fait. Comme d'aller faire de l'alpi, ça se fait. De ne pas prendre de guide. Nous, on va être capable d'apporter un support, que ce soit un support technique, un support mécanique, un support secourisme aussi. Tous nos guides, ils ont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des brevets de secourisme. Et ils sont capables, s'il y a un pépin, de venir à ton secours, quoi. Au-delà de ça, et on espère évidemment qu'on n'y arrive jamais, mais je me rends compte aussi, pour avoir pu vivre cette expérience, que c'est aussi une tranquillité d'esprit. Tu sais que tu vas avoir les bons chemins, tu sais que quand tu as des chemins qui ne sont pas en état, tu ne vas pas y passer, parce que tu sais que ton guide, il a des alternatives, et tu vas probablement pas t'en rendre compte. Et il y a le vélo évidemment, mais il y a aussi en dehors, tu sais que tu vas aller manger aux bons endroits, tu sais que tu vas pas te faire prendre pour un touriste. Il y a quand même pas mal de valeur ajoutée là-dedans et évidemment ça a un coût, mais je pense que c'est une valeur ajoutée que beaucoup de gens sous-estiment. Ouais, je suis d'accord. Et c'est là où nous, en tant que Season, on veut bosser avec des locaux. C'est-à-dire que moi, je travaille à Morzine, je suis né à Morzine, j'estime connaître l'endroit très bien. Mon associé est né à Chamonix, a grandi à Chamonix. Alors il va me gronder si je dis qu'il est né à Chamonix, parce qu'il est né... Tu t'arrangeras avec lui. À côté de Paulette, machin. Mais bref, il a vécu à Chamonix, il connaît l'endroit comme personne. Demain, on n'aura pas la prétention d'aller dans le Beaufortin tout seul et de faire notre sauce là-bas. Non, on appelle Olivier, on appelle des gens du coin à dire « Ok, on a des clients, on veut travailler avec toi. » Parce qu'on ne sera pas aussi fort que toi sur ce terrain. Ok. Et justement, là, tu me disais, tu as un associé, donc vous êtes plusieurs. Comment est-ce que vous répartissez la tâche dans votre boîte qui s'appelle Season? Alors, l'approche de base, c'était par secteur. C'est-à-dire qu'avec Benji, on a passé notre diplôme ensemble. On avait les mêmes envies, on a plus ou moins les mêmes compétences. Je pense qu'on est complémentaires sur certains points. Et on s'est dit, en fait, on a le même projet professionnel, même si je n'ai pas envie d'appeler ça professionnel, passion, on va dire. Et on s'est dit, on veut faire la même chose dans deux endroits qui sont quand même forts dans le vélo, qui sont forts dans l'outdoor. À savoir Morzine et Cham.
pourquoi ne pas mutualiser nos forces? C'était vraiment l'idée de base. La deuxième idée, c'était de se dire, ok, on a fait des voyages quand on était jeune, on a fait des compètes, Benji à plus haut niveau que moi, on a vécu des expériences qui sont folles en vélo. Aujourd'hui, on grandit, on vieillit, j'aime bien dire on vieillit. Et voilà, on a des enfants, on a une famille, on est moins apte à partir, et ce qui est très bien. Mais ce qu'on vivait avec nos copains, on va essayer de le retranscrire avec des clients. Vraiment, cette expérience vélo, c'est presque une façon de vivre en fait. T'es en train de me dire que t'es en vacances toute l'année? Ouais, toi presque, aussi? bah oui, comme toi. Et pourquoi est-ce qu'il y a peu de Français qui prennent des guides quand ils voyagent à l'étranger en vélo? C'est culturel, je pense. Parce que quand tu regardes les autres guides dans d'autres pays, Ouais. comme j'ai pu en croiser, ils ont des gens qui viennent du monde entier et le constat est toujours le même, il y a peu de Français parmi Ouais. leurs clients. Je pense que c'est culturel, ouais, on veut se débrouiller par nous-mêmes. Je pense qu'il y a une culture de la trace certaine GPS, éducation, il y la a... compète, c'est quoi? Clairement, je ne saurais pas te dire. Je sais que des Anglais adorent être encadrés, adorent partir. Ils ont cet esprit très communautaire qui n'existe pas en France. Des Américains ont envie de vivre des expériences. Ouais. Clairement, ils sont là pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire du vélo, mais ils sont aussi là pour voir tout ce qu'il y a autour. La clientèle française est un peu plus dure à cibler parce que déjà, il y a un pouvoir d'achat qui est pas... Enfin, ça fait vite peur, une semaine de vélo, financièrement. Ce que je peux comprendre, parce que C'est moi, quoi, ça le coûte premier. à peu près une semaine de vélo avec vous? Un tour du Mont Blanc, on est aux alentours de 1 500 € pour 4 jours. Ok. Avec un guide, un deuxième guide qui est là pour conduire l'assistance, le camion avec les remorques, les logements, le transport, enfin voilà, tout inclus, la nourriture. On est dans ces tarifs-là pour un groupe entre 5 et 7 personnes. Ok. J'ai une autre partie, c'est vraiment discussion de comptoir, hein, mais je pense qu'en France, on est trop bien lotis et qu'à peu près partout où tu habites en France, tu fais 3 heures de voiture et tu es dans un spot incroyable pour faire du VTT. Et si tu es dans ton pays, tu pas loin de chez toi, tu te débrouilles. Et je pense on est trop gâtés. Alors que je me dis que les Anglais, s'ils Ouais. veulent aller voir quelque chose d'un peu plus exotique, bah forcément, c'est un budget, c'est une grande aventure. Les on a Américains, cette j'en parle chance-là. pas s'ils veulent aller en Europe. Et tu es obligé de mettre un budget parce que tu sors de ta zone de confort. Et je pense qu'on a trop de chance en France. Et ouais, il faut s'en rendre compte. C'est-à-dire que même nous aussi, aujourd'hui, on est à Annecy. À 1 heure de route, tu as la Suisse. À 1 heure de route, tu as l'Italie. Dans des spots qui sont incroyables, avec des décors qui sont totalement différents. Je dis souvent que les Alpes sont trop dures pour le VTT. Mais en fait, il faut choisir ses endroits, quoi. Ouais. C'est un tour du Mont Blanc avec vous, ça ressemble à quoi? Parce que pour moi, un tour du Mont Blanc, c'est blindé de monde, c'est beaucoup de portages. Ouais, mais ça, c'est les tours du Mont Blanc des films. Ouais, je sais pas, explique-moi à quoi ça ressemble, parce que c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens. Non, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne l'imagine. En fait, un tour du Mont Blanc était très dur en musculaire, faut pas se le cacher. Hein. C'est physiquement très dur et du coup techniquement assez compliqué. Aujourd'hui, en électrique, il va y avoir très très peu de poussage-portage. Il y a 2 sommets de col, mais c'est très accessible. Et surtout, la force du Tour du Mont Blanc, c'est qu'il y a, entre guillemets, la route qui est jamais loin. Donc on a des dizaines et des dizaines de variantes possibles où on peut vraiment s'adapter au niveau du groupe. En fonction du groupe que tu vas En avoir, fonction du la groupe, première en journée, fonction tu vas des... habiter- Ah ouais. Et c'est ça, justement, la force de bosser en local. C'est-à-dire que nous, le Tour du Mont Blanc, on l'a tellement fait que les chemins, on les connaît et on est capable de trouver toutes les variantes, mais sans problème. Ouais. On a les logements qui vont bien, on a le suivi qui va bien. On est capable de s'appuyer s'il y a un problème sur notre antenne de Cham via le tunnel. Ouais. Tu me disais aussi s'il y a un problème, et t'en parlais un petit peu de la sécurité avant, on en a déjà discuté, mais je pense que tu as eu une expérience de secours assez parlante qui peut te permettre de faire bien comprendre la valeur ajoutée d'un guide. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans les Portes du Soleil pour toi il y a 2 ans là? Sortie classique, séminaire classique, sortie e-bike, vraiment pour moi chemin 4x4 très facile. Il se trouve que 1 mois et demi avant, je me casse la clavicule, donc pas possible de faire du vélo. Donc sur ce projet-là, j'étais vraiment en assistance. Et fond de la vallée de Morzine, donc vraiment à 5 minutes des pompiers de Morzine. Un client qui fait un infarctus. Donc là, il faut être assez rapide. Donc on appelle les secours, SAMU, tout est déployé et le centre de secours me dit on envoie les pompiers de Samois, vous êtes sur la commune de Samois. Je
Je dis oui, je suis sur la commune de Samoin, mais je suis à 5 minutes du centre des pompiers de Morzine, quoi. Et je dis là, s'ils viennent de Samoin, ils sont là dans 45 minutes, donc j'ai pas envie que le gars nous reste dans les bras. Et du coup, on a directement appelé les pompiers de Morzine qui sont arrivés en 10 minutes et je pense qu'on a sauvé la vie du gars. Et du coup, tout est arrivé d'un coup au bout de 45 minutes. Les pompiers, le SAMU de Cluse et l'hélico d'Annecy. Ok, ouais. Ça, c'était la connaissance. Et c'est la connaissance du terrain. Ouais, ça fait partie aussi des choses que vous achetez quand vous achetez une prestation. La sécurité, ouais. C'est évident. C'est quoi la différence entre un guide en France et un guide en Italie? Pour de vrai ou Tu me donnes la réponse que tu veux. Je vais donner un cas très concret et j'en ai déjà discuté avec pas mal de personnes. Quand on va regarder une journée avec un guide, avec des shuttles en France, ça va tourner aux alentours d'une centaine d'euros, entre 80 et 100 euros. En Italie, on trouve la même chose pour 70 euros et les gens ne comprennent pas la différence de prix. Et je les comprends. Tu payes en liquide en Italie? Explique-moi. Non, mais il y a cette question-là. Il y a la question fiscale, tout simplement. C'est qu'une journée shuttle, une journée navette, ça coûte très cher. Il faut payer un driver, il faut payer un guide diplômé qui soit assuré. Il faut avoir une RC pour la boîte. Il faut avoir un camion, une remorque. On connaît le prix d'entretien d'un véhicule. Nous, clairement, c'est pas des journées, on va dire, on perd pas d'argent, mais on n'en gagne pas. Pour moi, c'est un très beau produit. C'est des journées, des expériences incroyables. On parle d'une journée où on fait que de la descente. Ouais, c'est ça, on fait exactement. Que de la descente. Et du coup, c'est quelque chose qui, financièrement, n'est pas ce qui va faire vivre une boîte. Et donc, c'est quoi la différence avec l'Italie? Et notamment la partie guide? Les guides sont déjà beaucoup moins payés. C'est souvent Alors, pas toutes les boîtes, attention. Il y a certaines boîtes qui font les choses comme il faut. Mais il y a quand même pas mal de boîtes où ils ont le camion, ils ont la remorque. Et c'est le gars du coin qui conduit le camion payé au black. Et c'est le guide, c'est le jeune du coin, le guide qui sait un peu faire de vélo. Des fois, pas trop. Des fois, très bien. Qui va se passer un peu ses vacances à Finaler et qui va en profiter pour faire guide parce qu'il connaît les traces, quoi. Ouais, donc en fait, je peux parler d'une expérience personnelle. J'avais effectivement un gars avec un vélo en vrac devant qui nous montre le chemin. Il attend pas les derniers du groupe. Il n'a pas un seul sac avec du matériel de secours. Et tu te dis, est-ce que j'ai vraiment payé un guide? Enfin voilà, la définition n'est pas la même et je pense que c'est important de le faire. C'est juste quelqu'un qui t'emmène sur les chemins, quoi. Faut pas aller chercher plus loin. Ouais, parce qu'en fait, le diplôme de guide n'a pas la même valeur d'un pays à l'autre. Exactement, ouais, comme dans tous les... On peut parler de la Norvège. La Norvège, ils ont cet accès à la nature Ils estiment que si tu te sens capable d'emmener des gens en montagne, tu as le droit d'emmener des gens en montagne. Que ce soit en vélo, que ce soit en ski, que ce soit en... Donc c'est quelque chose qui est très bien, parce que du coup, la nature est très accessible. En France, tout est très cadré. Il y a des bonnes choses qui en ressortent, il y a des moins bonnes choses qui en ressortent. Mais n'empêche que ça apporte, je pense, un vrai service qualitatif aux clients. Est-ce que tu as souvent des gens qui s'amusent à essayer de doubler le guide derrière toi? Tu les sens? C'est l'histoire de notre vie. Mais c'est ça qui est bon. Ça nous permet de nous challenger aussi. Et puis, de toute façon, moi, je suis le premier à dire, surtout aujourd'hui avec les jeunes qui arrivent, qui ont commencé le vélo dans les bonnes conditions, on va dire, pas avec un semi-rigide sur la noire du Plénay. Parce que ça, c'est faux, cette approche de dire... Si tu roules sur un mauvais vélo, tu vas devenir un bon pilote. C'est vrai, parce que c'est vrai que ça, je l'ai entendu un paquet de fois. Ça fonctionne pas. Et du coup, les jeunes aujourd'hui, ils ont vraiment du matos adapté. On voit le niveau, il est stratosphérique. Et du coup, on a de plus en plus aux fesses. Ça nous pousse, c'est bien. Ça nous sort un peu hors de notre zone de confort. Après, tu es obligé de recadrer les gens aussi, de leur faire comprendre que le jeu, c'est pas forcément aller le plus vite. Ouais, et puis tu as toujours des moyens de mettre les gens en difficulté. Allez, donne-nous les on a tricks. Clairement, nous, on est chez Season maintenant, on est 10 guides à bosser, guide moniteur l'été. On a tous nos skills, on va dire. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir des très forts réalistes, on va avoir des très forts descendeurs, on va avoir des gars qui sont très forts en l'air. Tu trouveras toujours le bon guide. Tu trouveras le bon guide pour mettre la personne en difficulté. Ouais. L'objectif, c'est pas les mettre en difficulté, mais c'est de les permettre de s'épanouir. Ouais, c'est ça. Et du coup, de les sortir hors de leur zone de confort. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Avant que les groupes arrivent, comment tu fais pour savoir ce qu'ils attendent? Parce que finalement, sur un même produit, 2 ou 3 jours dans la montagne à Chamonix ou dans les Portes du Soleil, tu vas avoir des gens qui ont envie de pédaler. Mais entre deux groupes qui te disent qu'ils ont envie de pédaler, il y en a, ça va être pédaler 1 heure, d'autres, ça va être pédaler la moitié de la journée. Tu as le niveau technique aussi qui est super dur à appréhender. Comment est-ce que vous le préparez, ça? Il y a un truc qui marche bien aujourd'hui. Je ne suis pas le plus grand fan des réseaux sociaux et de tout ça, mais un truc qui nous aide, c'est Instagram. On demande de plus en plus, surtout chez les jeunes,
leur compte Insta, ou si on a un jeune de 10-12 ans, on demande aux parents de nous envoyer une vidéo de lui en train de rouler, ça marche bien, ça donne une idée. Pour les groupes, après, nous, notre manière de fonctionner, en gros, avec Benji, on s'occupe des réservations, on prend toutes les infos de base, et c'est vraiment un service qu'on veut pour le client, que ce soit du cours de 2 heures ou du séjour de 10 jours. Le guide doit prendre contact avec son client la veille ou l'avant-veille. Et de là, ça permet de discuter, et il n'y a que de cette manière où tu arrives à connaître vraiment le besoin du client. Parce que c'est dur d'appréhender, enfin je le comprends, c'est dur d'appréhender son propre niveau. Ouais. Quand tu roules avec ton même groupe de copains, tu sais, que tu sois le meilleur ou le moins bon, tu sais pas quel niveau par rapport à Quand tu sais qu'un Américain te dit, moi je roule des pistes black, tu sais qu'il va être capable de faire une bleue sur un bike park. Mais t'as pas de garantie qu'il aille plus loin. T'as pas de garantie qu'il aille plus loin. Les notations des pistes sont vraiment différentes entre chaque pays. On le voit déjà en France entre chaque station. Suivant le terrain que tu as vu un peu la différence entre une bleue à Morzine et une bleue à Samoa. Tu passes du simple au double. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'il y a aussi, si on parle des Nord-Américains, qui ont une approche des sentiers qui est très préparée pour le vélo, où il y a un bon flow et où ils vont avoir une certaine technique. Et quand tu arrives en Europe sur des chemins de piétons, des chemins de chèvres naturels où il faut faire des no-turns, c'est là l'importance justement de connaître le terrain et d'être capable d'adapter sa journée, même si tu as un plan A, d'avoir un plan B, un plan C, un plan D, et d'être capable d'adapter par rapport au terrain, par rapport au client, à son niveau technique, à son niveau physique. Ça joue énormément sur le pilotage. Dès qu'il commence à être un peu cramé, tu perds 2 fois ton niveau, quoi. Ouais, t'as déjà eu des clients frustrés de ce qu'ils trouvent avec vous alors qu'ils s'attendaient à complètement autre chose ? Oui, je pense que clairement, oui. J'ai jamais eu ce retour-là à dire la journée était nulle. Par contre, j'ai déjà eu des retours à dire est-ce que la prochaine fois, on peut aller chercher plus ça ? Donc ça veut dire qu'indirectement, ou ils veulent faire autre chose, ou ça leur a pas convenu à 100%. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît, toi, le plus entre ton activité de guide et ton activité de moniteur ? L'équilibre entre les deux. Non, mais c'est bête à dire, mais j'ai bossé dans des structures, on va dire, classiques. Et en fait, ce qui me convenait pas, c'est la répétition. C'est-à-dire que quand tu as toujours le même cours, les mêmes semaines, aux mêmes endroits, c'est très répétitif. On me le dit souvent, on discute vraiment, je m'entends très bien avec l'ensemble des professionnels des moniteurs, que ce soit l'hiver et l'été. On me dit souvent, ouais, mais toi, tu es toujours en train de bouger. Je dis, mais moi, j'ai besoin de ça pour m'alimenter, pour voir ce qui se passe ailleurs, pour changer de terrain et pour garder cet enthousiasme à emmener les gens. Parce que c'est ça qu'on veut faire, en final. C'est leur faire découvrir la discipline et leur faire découvrir le terrain. Ouais. Et on le disait sur le ton de la blague avant, tu es tout le temps en vacances, mais comment est-ce que toi tu fais pour t'y retrouver personnellement dans ta pratique du vélo ? Parce que tu es tous les jours sur ton vélo, mais quand tu travailles, tu t'occupes des autres, tu es sur des chemins que tu connais par cœur, tu roules pas à ton niveau. Aujourd'hui, toi, même si tu nous parlais de descente, tu as un gros penchant pour le sport d'endurance, tu as fait la Pyramenta en ski alpi, je t'ai vu sur un marathon, tu t'es inscrit à un triathlon. Il faut pas le dire, ça. Il y a des trucs qui ne se disent pas, Paul. Et enfin voilà, comment est-ce que tu fais pour t'y retrouver dans ta pratique du vélo à toi ? Alors, j'ai pas eu cet équilibre pendant quelques années à la suite de la création de Season, mais je pense que c'est normal. C'est comme tout entrepreneur, tu es obligé de t'y mettre à 200%. Tu t'es lancé corps et âme dans le truc ? Ben oui. Et même si c'est un métier passion, même si les gens ont l'impression que tu es en vacances, à un moment, tu passes des heures à bosser. Et j'ai eu cette frustration, c'était clairement une frustration. Il se trouve qu'en plus, ma famille s'est agrandie à ce moment-là et l'équilibre n'était pas là. Aujourd'hui, on arrive à un stade où c'est ce qu'on avait un peu en tête. C'est la même chose pour Benji. Lui, il a une famille un peu plus grande. Et on arrive à un stade où on arrive à... j'ai pas envie de dire faire bosser parce que tous les gars avec qui on bosse, c'est des copains. On n'a aucun gars avec qui c'est purement professionnel. On a aussi une partie personnelle pour chacun de nos guides. Mais j'arrive à trouver cet équilibre, à être plus en gestion. On arrive à trouver cet équilibre tous les deux, à être plus en gestion de la boîte. Sur la partie développement, sur la partie qui nous a... C'est une entreprise aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, on arrive aujourd'hui à trouver le bon équilibre entre continuer à être guide, bosser sur l'ordi à faire tout le back-office et à quand même garder du temps personnel. Et je pense que c'est indissociable. Tu roules avec quoi comme vélo quand tu roules pour toi ? Stum 15. Stum 15 ? Ouais, c'est mon nouveau petit jouet. J'adore. C'est le bon mix entre enduro et
Et pédalage, j'ai repris un DH, j'ai repris un démo il y a 2 ans. Ça faisait 10 ans que j'avais pas roulé sur un DH et ça me manquait. T'as gardé ton vélo de cross-country? Et non. Est-ce que t'aimes bien aller chercher des nouvelles traces, toi? Ah ouais. Ouais. Ah ouais, faire de Est-ce la que carto. pour être guide, il faut être un peu toqué de la carte? Ouais, je pense. Hein. Mais je pense que t'en connais quand même quelques-uns des guides. Et je pense que tu nous vois. Alors avant, c'était bien, c'était sur une grande table, tu cherchais les traces. Aujourd'hui, t'es sur le téléphone. C'est vrai qu'il y a un peu moins cet aspect guide à faire des petits dessins. Mais quand même, on a ces cartos. C'est un outil qui est dingue. Derrière chez moi, j'ai retrouvé un vieux chemin. Je voyais un chemin, une grande piste 4x4 qui était beaucoup trop raide pour que les anciens aient pu aller construire les chalets qu'il y avait au-dessus. Je me dis, il doit y avoir un chemin. J'ai fouillé. Je l'ai trouvé. Et ensuite, sur le téléphone, justement, tu peux avoir accès aux anciennes cartes. J'ai vu les cartes des années 50 où j'ai trouvé cette trace d'un ancien chemin. Et ça, c'est juste génial. Donc, les chables et tous les chemins, un peu les balls qui servaient justement à l'époque pour descendre les arbres tirés par les chevaux où ils faisaient des virages. Et ça, c'est naturel. Et tu retrouves ça. C'est quand tu arrives à trouver cette petite perle dans la forêt au-dessus de chez toi, c'est juste magique. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, en fait. J'ai pu voir il y a quelques années, et pendant 2 ou 3 ans, tu t'es lancé dans des trips gravel avec un casting un peu particulier. Dis-moi ce que c'était et dis-moi pourquoi ça n'a plus lieu. Parce que je suis trop vieux. Non, c'est pas à cause de toi. Non, on était une bande de copains et ouais, on a fait quelques séjours gravel avec des biathlètes. Il y avait Kylian Bron en VTTiste et après. Et moi, je l'ai jamais fait Kylian Bron. Tu l'as pas fait avec Kylian? Non, il a jamais voulu partir en vacances avec moi. Ah bah super. Et tu t'es retrouvé avec qui d'autre? Je me suis retrouvé avec, en fait, l'histoire elle est partie. Antonin Guigona est un copain d'enfance. Et du coup, avec les meilleurs biathlètes. Ouais, exactement. Et on a toujours fait un peu de vélo ensemble. On est parti au Maroc ensemble avec nos parents. On a fait pas mal de choses. Et du coup, les liens se sont faits comme ça avec un groupe de copains d'Annecy. Et il se trouve que petit à petit, le groupe a grossi avec Émile Jacquelin, avec Martin Fourcade. Et donc des mecs qui s'y connaissent un petit peu en biathlon et en sport. Et oui. Et ce qui était, en fait, fallait vraiment le prendre en mode, pour moi, dans mon esprit, on partait en vacances, c'est tout quoi. Donc derrière. C'était vraiment des vacances? Ouais, les glaces, quand on arrivait le soir pour manger une glace et boire un spritz, c'était cool. Et pourquoi vous le faites plus ça maintenant? Non, là, en vrai, la vérité, c'est les emplois du temps. Ouais. C'est juste ça. Hein. Moi, j'aimerais continuer à partir comme ça. C'est la discussion qu'on avait tout à l'heure, en fait. C'est pas les entraînements. C'est eux leurs entraînements. Oui, c'est ça. C'est que eux, ils se cramaient à faire du gravel comme des débiles avec toi et ça les mettait dans le jus pour leur saison. Ouais. Il y a eu un peu de ça. Il y a eu un peu, mais je pense que la vraie raison, c'est les emplois du temps, en fait. Ouais. Où c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui de prendre 5 jours pour partir. C'était chouette. Hein. Et moi, sur les derniers, j'y suis pas allé parce que impossible. Ouais. Niveau timing, j'aurais bien voulu. On a travaillé ensemble dans le cadre de l'organisation et de la promotion de la Passeporte du Soleil, dont on est fier partenaire. Et toi, tu as travaillé avec eux sur la conception des tracés gravel et VTT assistance électrique ces dernières années. Et non, juste gravel. Juste gravel? Ouais, t'as pas fait l'e-bike? Non, j'ai pas fait l'e-bike. Et c'est intéressant justement de créer des tracés pour un groupe plus large où t'as pas la responsabilité, enfin indirectement t'as la responsabilité du groupe, mais c'est pour... Si ça se passe le smile, c'est pas toi qui reçois les mails, les plaintes. On te le Voilà. fait savoir après, mais... C'était intéressant ça. Ah, j'adore, mais en fait ça fait vraiment pour moi partie prenante de ce métier de guide, à se dire que tu as un groupe de 5 personnes ou un groupe cette année on était 90 au départ. Ouais. L'idée, c'est toujours d'essayer de trouver cet équilibre entre trop dur, pas trop dur, joli paysage. Surtout le gravel, on sait que c'est une discipline qui est très dure à cadrer. C'est-à-dire que tu as le VTTiste qui fait du gravel, qui veut de la pente et du technique. Et tu as le routard qui veut... Enfin, je sais pas contre les routards, c'est pas méchant. Hein, mais c'est juste un constat. Tu as le routard souvent qui veut plus des trucs roulants, quoi. Ouais. Simplement sortir des routes et aller chercher des chemins, mais des choses moins techniques. C'est là où je me posais la question, est-ce que pour toi, le gravel, pour vous, avec Season, c'est une opportunité de grandir et de proposer une nouvelle offre où justement, là, c'est plus compliqué de faire apparaître ta valeur ajoutée en tant que guide? Je pense que c'est un marché un peu plus niche, parce que la clientèle est très dure à cibler, et d'un pays à l'autre, ce qu'on appelle le gravel américain, en fait, est incomparable au gravel qu'on peut trouver ici. Ici, c'est le gravel alpin. Ouais. Et du coup, je pense que c'est plus compliqué à cibler la clientèle. Par contre, ça permet, pour moi, le gravel, dans ma pratique perso, c'est un super outil de voyage.
J'ai adoré partir en gravel avec mes sacoches et c'est l'aventure, quoi. C'est l'aventure sans avoir cette pression de pilotage, tu sais, d'aller sur des hautes montagnes et est-ce que tout le monde va passer techniquement. Il y a le côté fatigue qui est ultra important, hein. Et on sait qu'en VTT, dès qu'il y a de la fatigue, c'est très dur de piloter. En gravel, tu continues à rouler, quoi. C'est quoi les plus gros challenges que vous rencontrez avec Season en tant qu'entreprise en soi? Faire connaître la plus-value d'un guide. Ouais, sur ce qu'on raconte, quoi. Ouais, non, mais clairement, hein, c'est une fois que les gens y ont goûté. Aujourd'hui, on a 4 séjours sur 5 où les gens repartent avec nous. Et s'ils repartent pas avec nous, c'est parce qu'ils choisissent d'aller dans un endroit où on n'est pas et on n'a aucune raison d'y aller parce qu'on n'est pas du coin, quoi. Mais c'est vraiment de faire comprendre la vraie plus-value d'être encadré. Or, côté financier. Ça doit être cool de rouler avec des gens d'horizons différents et de nationalités différentes. Ah ouais, c'est trop bien. Ça apporte une ouverture d'esprit qui est dingue. La semaine dernière, on a eu... dans les 15 derniers jours, on a eu des Malaisiens, on a eu des Grecs. L'année dernière, on fait un tour du Mont Blanc avec des Népalais. On voit évidemment des Anglais, évidemment des Belges, évidemment un petit big up aux Belges, un petit Keno. Un petit big up aux Belges, et pas que Keno. Et non, ça en fait, c'est permettre aussi de découvrir des cultures en restant presque à la maison, quoi. Et il y a des grandes différences entre les nationalités? Ah ouais. Dans l'approche, dans la manière... Ouais. En fait, tu vis avec eux pendant plusieurs jours. Je pense qu'on arrive à leur montrer, nous, notre manière de vivre. C'est même pas que la manière de vivre tous les jours, c'est notre vision du vélo. On a une vision du vélo où je pense qu'on est plus que des passionnés, sinon on ferait pas ça. Et c'est ce que je dis souvent, c'est presque un art de vivre, quoi. Ouais, parce que tu partages pas que ta vision du vélo. Mine de rien, t'es un guide français en France, certes avec des clients étrangers, mais tu partages aussi ta manière de vivre et ta vision de... Ouais, ta manière de... culture, quoi, et pas juste le vélo. Ouais, quoi. Ta manière de... Pour moi, ce que je dis, c'est que j'ai envie d'emmener des gens, de convertir des gens de la même manière où moi, je pratique la montagne. Parce que le vélo, clairement, c'est un moyen de se déplacer en montagne. C'est un moyen de vivre des expériences, comme peut être le ski, comme peut être la marche, comme peut être le poney, peu importe, hein. Mais c'est vraiment une manière de se balader, de découvrir la montagne. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer aux gens. Et t'as des gens qui sont pas réceptifs à ça et qui veulent juste voir du sentier? Non, t'arrives à les convertir. Autour d'une bonne fondue, t'arrives à convertir tout le monde. Et c'est quoi la répartition femmes-hommes parmi les clients aujourd'hui que vous avez? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on est encore malheureusement 80-20. Ouais, ça progresse. Ouais, ça progresse. Je pense qu'au début où j'ai commencé, c'était 95-5. Ouais. On est à 80-20, on le voit sur les bike parks. Hein. Tu vois aussi, j'imagine aussi les différences de clientèle avec en fonction des pays. Oui, clairement, ouais. Typiquement, les Malaisiens, ils étaient 2 tiers, 1 tiers. Ok. Et c'est pas parce que c'est la copine de lui qui est venue rouler avec. Hein. C'était vraiment un groupe de potes qui venaient entre eux. Mais on le voit sur les bike parks, on le voit dans la pratique vélo. Il y a de plus en plus de nanas, c'est trop bien. Et ces événements communautaires femmes, filles sont très bien. J'adore en faire. Par contre, c'est pas quelque chose que je veux pousser. Mm-hmm. Je veux vraiment faire passer le message à dire en fait, vous êtes capable de faire du vélo comme les hommes, venez rouler avec nous. Enfin, c'est tout, quoi. Et on a de plus en plus de nanas qui aujourd'hui roulent aussi bien que nous, sans problème. Et dans votre équipe? Et dans notre équipe, non, on n'a pas la parité encore. Non. J'aimerais bien. Hein. Non, on travaille avec des filles et on a la chance d'avoir parmi nous depuis le début de l'équipe, Juliette Villeman, qui est à la fois monitrice de ski, donc qui bosse très peu en monitrice de ski parce qu'elle c'est son métier, elle est professionnelle, mais qui bosse énormément avec nous sur le vélo et j'ai souvent, demain vous êtes avec Juliette, mais c'est une fille. Je dis mais vous inquiétez pas. Vous la verrez loin devant. C'est comme d'aller rouler dans le Beaufortin avec Olivia, c'est trop bien. Guider et encadrer du VTT, de l'e-bike et du gravel, je t'ai déjà un peu posé cette question, mais est-ce que c'est le même métier? Oui, non, ouais, clairement. Enfin, ouais, on fait du vélo. Ouais. Donc après, il y a des aspects techniques, on va dire qu'il y a des techniques qui changent, mais la base est la même. Se mouvoir, se déplacer en vélo et avoir du plaisir sur le vélo. Donc ouais, il faut partir du même principe. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont assez radicales à dire mais moi je suis descendeur, je veux pas faire de cross-country, je suis crosseuse, je veux pas faire de gravel, je fais du gravel, je veux pas faire des haches. En fait, tout est complémentaire. Moi j'adore, demain je prends mon vélo de route, je suis aussi heureux qu'aller faire des laps au plein air, quoi.
Eh ben, la transition avec ma question suivante, elle est toute trouvée. Là, on est au magasin Specialized à Annecy. On remercie d'ailleurs Paco et ses collègues qui nous accueillent pour enregistrer ça. Et c'est pas complètement anodin parce que avec Season, vous avez un partenariat avec Specialized en France. Pourquoi c'est intéressant pour Specialized de travailler avec vous? Parce qu'on essaye d'apporter une expérience terrain. Ouais. C'est-à-dire je pense qu'on est les mieux placés pour savoir ce qui se passe sur le terrain, pour connaître la clientèle, pour connaître la limite des vélos. Même si moi je ne roule plus tous les jours pour le boulot, les 10 guides ils roulent tous les jours pour le boulot. Je pense qu'il n'y a personne qui, dans la vie de tous les jours, même un pro, ne fait pas 7 heures de vélo par jour. Nous, nos vélos, ils le font, quoi. Ouais. Et du coup, on arrive vraiment à faire des retours là-dessus. C'est quoi l'intérêt pour les clients, vos clients? Nos clients, ouais. De rouler sur une marque qui donne envie. Parce qu'ils ont la possibilité d'en louer avec vos partenaires. Ok. Donc, on travaille ici avec Pacom depuis peu. On a ouvert une antenne sur Annecy qu'on est en train de développer. On a fait un social ride hier soir qui fonctionne trop bien. Et c'est ce qui est un peu dur à Annecy d'ailleurs. On en revient à ce dont on discutait avant. C'est la plus-value d'un guide. Il y a énormément de social ride sur Annecy. Mais à des social rides avec vraiment des guides qui vont apporter un côté technique, il y en a très peu. Ok. Et voilà, c'est la base. Et après, voilà, au Jet, on travaille avec Évasion. À Cham, on travaille avec 0G. On a notre petit parc de loc. Évasion, leur gros parc de loc, on a accès à toute la gamme de vélos. On travaille aussi avec CP Bike à Marna. On a vraiment ce réseau de magasins qui nous permettent de conseiller. On fait facilement essayer nos vélos. Enfin, moi, je prête mon vélo en permanence aux clients. J'ai aucun problème avec ça. Okay. Comment justement vous accueillez des nouveautés comme par exemple le Stump Jumper que tu apprécies, ce que tu me disais, ou l'Evo qui est sorti plus récemment? Comment est-ce que vous les recevez? Est-ce que vous êtes préparé? Comment tu peux interagir avec les... On a accès au SBCU, donc à la formation SPE, comme tout shop, comme tout partenaire. Donc nous on se forme en interne là-dessus. Après la grosse plus-value aujourd'hui de notre partenariat avec Specialized, c'est on a accès au parc test. Donc nous on leur donne des dates, on a besoin des vélos. Actuellement on a 5 Stump 15 en test à Cham qu'on fait tester sur de la journée. On a fait un petit event sur l'ouverture des ouches on avait 3 enduros, des Levo et 5 Stump 15 que les clients peuvent essayer. On fait un peu d'événementiel en interne. L'idée, c'est vraiment d'essayer de poser les gens sur ces vélos-là. Parce qu'il y a le côté marketing qui te donne envie d'acheter un vélo, mais le meilleur moyen, c'est de monter dessus, en fait. Et tu le disais, vous passez 7 heures par jour sur vos vélos. Comment vous gérez votre matos? Parce que les vélos, ils ramassent, quoi. Ça doit être... Ça dépend des guides. Allez, donne-moi les bons et les mauvais. Le bon guide et le mauvais guide, qu'est-ce qu'il fait? Non, dans l'équipe, on a, comme je disais, on a un peu tous les profils et on a quand même pas mal de geeks de matos. Ouais. Et c'est trop bien, c'est très intéressant. Moi, c'est pas moi le plus extrême. J'aime bien le beau matos, j'aime bien essayer, mais je passe pas des heures et des heures à faire de la mécanique et essayer des choses. Je pense que, en fait, il y a une base à tenir. C'est les roulements qui sont en bon état, les entretiens suspension, les entretiens freins, et à partir de là, ton vélo, il roule des années, des années, des années, quoi. Il n'y a aucun problème avec ça. Mon ancien enduro, j'ai fait 4 saisons avec, à rouler toujours en bike park, il n'a pas bougé. Comment tu gères le matos de tes clients dans un groupe? Ça doit être quelque chose, parce que ça peut vite pénaliser une journée. Ouais. C'est la partie un peu compliquée où on le voit assez rapidement. Et c'est là où on a notre petit parc d'e-bike, où on essaye sur presque tous les séjours, sur des tarifs du coup assez intéressants, à les inclure dans le pack du séjour. On est sûr que tout le monde roule sur le même vélo, c'est nos vélos, on les connaît. Et surtout, il y a un modèle pour l'ensemble du groupe. Donc, s'il y a un pépin, on a les pièces de rechange. On a les pattes de dérailleur, on a les TCU, on a tout ce qui peut être impacté pendant le séjour. Et du coup, ça apporte un confort, même pour le client, quoi. Donc, il y en a, ce que je comprends, il y en a pas mal qui veulent rouler sur leur machine. On force pas à rouler sur nos vélos, mais c'est juste un service supplémentaire et un confort supplémentaire. Ouais, parce que tu te retrouves sinon à faire pas mal de mécanique de chantier au milieu des bois. Ouais, mécanique de parking. Mécanique de parking, ça doit ralentir des groupes de temps. Ouais. Après, on demande à ce qu'il y ait pareil, on bosse avec les magasins. Avant chaque séjour, on demande à ce qu'il y ait l'entretien annuel du vélo avant le séjour.
que ça reparte avec une chaîne neuve, qu'ils aient leurs pattes de derrière, que l'entretien des freins de suspension soit fait. Normalement, aujourd'hui, les vélos, enfin, n'importe quelle marque, ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de souci, quoi. Allez, dernière question. Si tu dois me conseiller un petit trip VTT sur 2-3 jours de rêve en Europe, qu'est-ce que tu me conseilles? En Europe? Ou en Europe, ou dans les Alpes, ou que vous proposez? Chercher aussi Allez, loin. fais-moi rêver. Clairement, il y a... Alors, ce Tour du Mont Blanc, on en parle beaucoup. Pour moi, il est sous-coté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être... Les gens s'imaginent, il y a du monde. C'est compliqué, c'est le bordel, il y a tous les marcheurs, l'entente, elle n'est pas folle. C'est vrai, juillet-août. Nous, on se refuse de vendre du Tour du Mont Blanc juillet-août. Okay. Parce qu'on estime que ça fait partie du partage de la montagne. Il y a des boîtes concurrentes qui le font. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je trouve, en fait, le problème, c'est que si un jour, il y a quelque chose qui est interdit en montagne, ça ne sera pas de marcher, ça sera de faire du vélo. Donc, je pense qu'il y a des périodes qui sont vraiment adaptées. Clairement, le printemps, ça peut fonctionner, mais il y a le risque qu'il y ait de la neige en altitude. L'automne, c'est magique. Les chemins sont calmes, les refuges sont calmes. Et donc ça, c'est vraiment, on va dire, notre séjour vitrine qui a toujours cette... Ouais, ça a de la gueule, quoi. Tu es au pied du Mont Blanc, tu passes par toutes les phases du Mont Blanc. Tu passes par l'Italie, par la Suisse, par le Beaufortin, qui est une entité encore différente, qui est bientôt indépendant. Non, mais voilà, le décor est dingue. Après, moi, mon petit séjour de cœur, clairement, c'est le Cara. On en parlait tout à l'heure et ça reste... faut pas trop en parler parce que c'est sauvage et voilà. Faut pas le dire. On dira. Merci Antoine. Merci à toi, Paul. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votejomag.com, au format papier sur Vojo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.